Télérama, en direct du Festival de Cannes. Cannes, 10e jour du festival, il fait assez chaud, il faut quand même le dire, il fait assez chaud. Et les films dont on va vous parler vont provoquer peut-être des débats. Alors nous vous parlons en direct du pavillon Unifrance, que nous remercions comme chaque jour de son aimable invitation. Et alors au sommaire, deux films, le film de François Ozon, L'Amant double, le film de Fatih Akin, qui était très attendu aussi, qui s'appelle In the Fade. Nous aurons une interview d'un comédien, j'entends déjà Guillemette hurler de plaisir, qui s'appelle comment? Ricardo Darín. Ricardo Darín, la star argentine. La star argentine. À côté, Al Pacino, c'est rien. Oui, enfin pour les Argentins. Bah et pour moi, disons. Al Pacino, c'est rien. Non, non, enfin bon. Je continue le sommaire. Donc, Ricardo Darín pour un film dont on va vous parler. Samuel aura un coup de cœur pour le film de Raymond Depardon. Et Thierry Frémaux nous parlera d'un regret. Voilà. Enfin, voilà. Alors, Guillemette Odissino, Samuel Douer, comme presque chaque jour, bonjour. Bonjour Pierre. Allez-vous bien? Très bien. De mieux en mieux? Enfin, faut pas nous tout de suite les grands mots. Bon. C'est vrai qu'il fait un peu lourd. Il fait un peu lourd. Bon, on va pas se plaindre. Mais et les films ne sont pas particulièrement rafraîchissants non plus. Alors voilà. Bon, on va voir. Alors, nous commençons par le film de François Ozon qui s'appelle L'Amant double, avec Marine Vact, qu'il avait révélé, lui, dans Jeune et Jolie, il y a 3 ans. Et puis, évidemment, dans le rôle de deux frères jumeaux, Jérémy Régnier, merci. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui n'est pas très bien psychologiquement et qui se dit, qu'est-ce qu'on fait quand on va pas bien? On va voir un psy. Elle choisit un psy, c'est Jérémy Régnier qui est gentil et qui commet des choses peut-être pas très déontologiques, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux d'elle, elle aussi, ils interrompent leur cure, mais ils commencent leur vie commune. Et à un moment donné, elle s'aperçoit de quelque chose, c'est que son compagnon a un frère. Un petit extrait de la bande-annonce. Chloé, est-ce que tu voudrais m'épouser? Enfin, tu viens me voir. C'est étrange, je te connais tout de moi et... Mais moi, j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. Et j'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Tu veux pas en parler? Si, c'est pas important. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. C'est tout. J'ai besoin de savoir maintenant. Pourquoi tu veux pas me présenter ta famille? Tu sais très bien que mes parents vivent aux États-Unis. Pourquoi tu me mens? Moi, je te mens pas, Chloé. Je t'ai vu en sortant du musée. Mais tu t'es trompé. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Tu es un monstre. Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre, mais que des êtres humains. Et former un couple si parfait. Alors est arrivé ce qui est arrivé. Je vous appelle parce que je me sens en danger. Il veut m'effrayer, me faire peur, me faire du mal. Je sais tout. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité, je crois. Je vous sens bien rieur par rapport au film de François Ozon, qui n'est peut-être pas forcément une comédie. Est-ce que vous l'avez pris comme une comédie? Parce que je vous vois absolument hilar tous les deux. Guillemette? Non, je ne l'ai pas pris comme une comédie. Je l'ai pris au départ comme un exercice de style... Ça, t'avais raison. Ça, pour le coup, c'est même un petit peu trop marqué dessus. Parce que ça commence par un vagin qui se transforme en œil. Bonjour Buñuel. Après, ça continue par un escalier en escargot. Oui, Salut Hitchcock et Vertigo. Et après, on plonge littéralement. En fait, c'est pas l'amant double, c'est l'amant triple. C'est-à-dire, on plonge littéralement dans une espèce de mélange de Cronenberg, Polanski et Brian De Palma. Mais moi, tout ça, ça me dérange pas. Même si les références, je trouve, sont un peu trop appuyées, mais pourquoi pas. Ce qui est fascinant, c'est qu'on pense que c'est un film sur
la névrose sexuelle, mais en tout cas sur le désir féminin, sur la sexualité féminine. Et de manière d'ailleurs assez provocante et passionnante. En gros, finalement, qu'une femme a besoin de 2 hommes, la face obscure et la face claire, pour être heureuse sexuellement. Génial, enfin, ou en tout cas amoureusement et sexuellement. Super intéressant. Sauf que je vais pas dire tu le tires quand même, si j'ose ainsi. Bah, c'est ce que tout le film du début. Oui, ah mais bah, voilà, Pierre. Pas, oui, si. non, mais enfin, moi je pars sur l'image que tu as donnée de l'exercice de style. C'est l'exercice. Ça raconte quand même quelque chose qui n'est quand même pas anecdotique. Non, donc ça parle de sexualité féminine quand même, en gros, et de fantasme féminin. Et donc on peut pas dire pourquoi. Moi, en tout cas, je trouve qu'à la fin, c'est incroyablement décevant. C'est-à-dire que tout ce qui nous a montré, eh ben en fait, c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Attends, et ce qui était féministe et même un peu gonflé dans tout le film devient limite misogyne. Alors moi, ça me... ça m'énerve. Parce que bon, il y a une interview qu'il m'a accordée François Ozon dans Télérama. Est-ce qu'on peut chaque fois qu'on prononce le nom de François Ozon, on parle de misogynie sous prétexte? Non, moi je le fais pas à chaque fois. Non, mais tu le fais pas sur. Pas du tout. Mais là, même. pas plus que dans 8 femmes ou pas plus que dans Jeune et Jolie. Mais non, mais pourquoi non, mais le problème c'est que il y a une surprise. Pourquoi, il y a une surprise. Alors on peut pas dire pourquoi, mais franchement. Même si on a été fasciné au début, on est sacrément énervé à la fin. Moi, oui, je rebondis sur l'exercice de style, parce qu'effectivement, c'est un exercice de style brillant, mais ça n'est que ça, quoi. C'est-à-dire que, voilà, moi, il y a une belle mise en scène, alors tout est au cordeau, l'effet de symétrie en permanence, tout le moindre détail est pensé, surpensé. Mais moi, au bout d'un moment, je suis dans un truc qui est assez étouffant, qui me touche absolument pas. Moi, je n'ai vu que l'exercice de style brillant d'un metteur en scène très très doué et qui faisait déjà ça à ses débuts, qui était un petit peu dans la provocation et dans l'exercice de style. Et voilà. Ce problème, c'est que l'an dernier, il avait fait un film vraiment formidable, c'est le film que j'ai préféré l'an dernier, qui était Franz, et où là, c'était plus classique. Mais je trouve qu'il a atteignait vraiment un statut supérieur, François Ozon, et là il retombe dans ce qu'il sait très très bien faire, mais qui moi me laisse de marbre, quoi. Mais moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que on est tous là quand il y a à la télévision des classiques qui passent, que ce soit ceux de Hitchcock. Alors, je ne compare pas, je ne dis pas que Ozon égale Hitchcock ou Ozon égale Fritz Lang, mais enfin si on prend le sujet de certains films psychanalytiques de Fritz Lang, Le secret derrière la porte, ou même Hitchcock avec Pas de printemps pour Marnie... c'est pas léger, je suis d'accord, c'est d'un simplisme total psychologiquement. J'adore ces films, je suis le premier à le défendre. Et dès que c'est François Ozon, j'ai vraiment l'impression que tout le monde se dit « Ouais, exercice de style, petit, facile. » Facile, une mise en scène comme ça. Non, mais enfin, je veux dire, c'est absolument ahurissant comme mise en scène. Non, mais oui, c'est brillant. Mais de décomposer un acteur en 4 visages avec des miroirs... Enfin, c'est pas non plus, on peut pas dire que c'est d'une nouveauté totale. Et il le fait tout le temps. Mais pourquoi vouloir toujours chant de la contre nouveauté? chant, autre visage, 14 visages. Mais pourquoi de la nouveauté? Qu'est-ce que ça veut dire, de la nouveauté? Là aussi, c'est de la citation, brillante constamment. Brian De Palma est l'idole actuellement de toute une jeunesse, etc. Brian De Palma, quand tu vois Sœur de sang, par exemple, est-ce que c'est plus subtil que L'Amant double? Alors, le problème, c'est que L'Amant double, c'est plus ou moins une ressucée de Sœur de sang qui était déjà une ressucée d'Hitchcock. Donc au bout d'un moment, ça fait un peu beaucoup, quoi. Oui, Brian De Palma faisait ça il y a 40 ans, quoi. Et donc, est-ce que c'est vraiment la peine de refaire un simili Brian De Palma? Non, oui, peut-être. Mais moi, ce qui me plaît chez ce metteur en scène, que je défends assez régulièrement, c'est qu'il nous donne toujours à voir des images qui sont fausses. Et tu as raison, Guillemette, quand tu parlais... Ah oui, mais là c'est embêtant sur ce sujet-là, moi, je trouve. Mais pourquoi pas plus que pour autre chose? Mais parce que tout un film mensonger, quasiment, moi j'aime quand un film, à un moment, me met dans un état de doute. Est-ce qu'il me raconte ça? Est-ce qu'il faut le voir du côté de la femme, du côté de l'homme, du côté du fantasme, du côté du réel? Mais que je suis dans une hésitation constante. Et qu'à la fin... le film m'offre la solution. Et là, je suis prête à l'accepter. Là, tout le film me fait croire à quelque chose, mais finalement... Non, parce que là, je te trouve un peu sévère, parce qu'il y a quand même... Enfin, moi, j'ai tilté, alors, j'étais peut-être plus attentif, mais au bout de 40 minutes, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait un des personnages, personnage de
de la gynéco qu'on voit au début, en fait, c'est devient un autre médecin un peu plus tard. On se dit, Donc, ah tiens, oui, c'est oui. curieux là quand même. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire que c'était si on regarde pas... attentivement son film, Je pense au bout de 10 minutes, oui, je pense qu'on a tout compris. compris, effectivement. Donc après, ça devient ou exercice de style, mais autrement dire, c'est pas plus décevant, c'est plus ambigu, ça devient de plus en plus ambigu, Oui, me mais semble-t-il. c'est pas juste parce que pour défendre désespérément ma déception, il faudrait que je dise comment ça se termine et je ne veux quand même pas Alors. déflorer, c'est le cas de le dire avec ce sujet-là, la fin. De toute mais façon, franchement, mais non, la pas fin, mais non, tout ça pour ça. mais non, mais oh, Non, toi, plus que là, c'est pareil. Je vais de nouveau défendre un petit peu le film. Moi, je trouve que la résolution, où là, Mais alors, oui. sans rentrer dans les détails, on rentre dans du pseudo Cronenberg. Là, pour le coup, c'est assez déstabilisant. C'est Là, très j'avoue que séduisant, là, j'étais quand un même. peu saisi Et quand même. très ambigu quand Mais- même. Bon, de toute façon, c'est à vous maintenant de juger, puisque le film sort aujourd'hui dans toute la France. Ça a bien démarré, semble-t-il, mais ça... Et puis ça va remuer les gens quand Et même. puis, ça Parce qu'il va faut quand même peut-être- leur dire qu'il y a certaines images qui sont assez gonflées. Hein. Et les comédiens sont pas désagréables à regarder, il faut le dire aussi. Et Marina Vact est très bien. Elle est très bien. Elle est très Elle très est bien. très bien. Parce que dans Jeune et Jolie, elle était bien, mais Elle c'était était jeune plus. et jolie, Elle oui, était oui, jeune et oui, jolie, oui. et puis c'était plus comme ça un début d'égérie. Et là, franchement, vraiment, elle joue. Elle est mystérieuse. Elle est vraiment bien. Bon, et ben voilà, c'est déjà ça. Et on passe au deuxième. Ouais, vraiment. Hein. Et on passe au deuxième. Alors, Fatih Akin, on l'aime, hein, vraiment, c'est un réalisateur qu'on aime vraiment beaucoup. De l'autre côté, qui était passé à Cannes il y a 6-7 ans, qui avait obtenu le prix du scénario. C'était vachement injuste parce que ça méritait beaucoup plus. Moi, c'est un film que je me repasse de temps à autre, tellement je le trouve touchant, ambigu. Bon, là, il présente In the Fade. Alors, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est mariée à un Kurde, qui a un enfant, tout ça va très bien, et puis il y a un attentat, elle perd son gamin, son mari, il y a un procès, elle soupçonne très vite que c'est des néo-nazis qui ont fait le coup, et petit extrait de la bande-annonce. Sie können hier nicht durch. Fahren Sie bitte weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorne. Melden Sie sich bei den Kollegen. Hier ist die Nummer. Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Bleiben Sie stehen! Ich muss zu meiner Familie! Ich muss zu meiner Familie! Where have you been, my love? Where can you be? And as sure as days come from moments, each hour becomes a lifetime. When she left, I'd only begun this lullaby. Samuel Guillemette, vous voulez compléter mon petit résumé tout court et incomplet. C'est une jeune femme, en effet, mais qui est allemande. Et qui Donc, vit à Hambourg, dans le quartier Hambourg. turc de Hambourg, avec donc son mari qui est un ancien détenu pour un trafic de stupéfiants, mais qui s'est amendé et qui désormais tient une agence immobilière de comptabilité. Et voilà, ils vivent dans ce quartier turc. Voilà, voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Petite déception Ouais, quand même, en gros. oui, petite déception parce que Fatih, en plus le projet était alléchant, c'est un polar en fait, donc on s'est dit Fatih Akin dans le polar, pourquoi pas, c'est un réalisateur qui vraiment sait mettre de l'énergie dans sa mise en scène et dans ses récits, et moi je le trouve un peu mollasson ce polar quoi. Et ça démarre plutôt bien dans toute la partie quand il y a la présentation des personnages, l'attentat, le deuil, tout ça c'est assez fort. Diane Kruger est vraiment très émouvante dans Car on n'a pas dit que c'est Diane c'était Kruger, Diane Kruger et donc allemande d'origine, qui donc retourne dans son pays natal et dans sa langue natale pour jouer ce rôle. Toutes ces premières parties marchent plutôt bien. Ça commence à se gâter avec le procès qui est un peu trop classique dans la mise en scène, dans le déroulé, dans les les rebondissements qu'on sent venir quand même assez loin. Et puis en fait une troisième partie qui est à proprement parler la vengeance.
qui est là pour le coup encore moins réussi, mollassonne. On ne va pas raconter la fin, mais ça c'est un pose petit peu léger problème quand même. C'est un peu la justicière dans la ville. Voilà, c'est la justicière dans la ville. En plus, et qui se sert d'un moyen de vengeance qui, à l'heure actuelle, alors Fatih Akin retourne la chose, c'est-à-dire que oui, c'est par l'arme qui a... Voilà. C'est une bombe, mais qui pour une fois vise d'autres gens. Mais c'est un peu compliqué, je trouve, cette explosion finale de toute façon. Mais voilà, Samuel a raison, c'est vrai que c'est vraiment dommage. En fait, on se dit au bout de la première partie, après avoir vu les 3 parties, parce que c'est vraiment 3 chapitres, c'est chapitré. Il le fait souvent d'ailleurs, de l'autre côté, c'était aussi chapitré comme ça. À la fin du 3e chapitre, on se dit, bon sang, en fait, il aurait dû nous laisser sur le premier, le développer, c'est-à-dire toute cette notion du deuil, parce que il arrive vraiment à capter magnifiquement une cellule familiale qui s'aime un peu aussi, pas contre tous, mais c'est quand même une Allemande avec un Turc. Oui, et puis on voit bien les problèmes d'intégration que peut poser, de manière assez, sans tomber dans le didactisme, on sent bien les rivalités, les oppositions qu'il peut y avoir avec les beaux-parents qui n'ont pas forcément très bien accepté qu'elle épouse un Turc, un Kurde, en plus repris de justice. Ça, c'est assez bien senti après. Et après, il ne creuse pas assez cette dimension. Et le chagrin. Mais après, il ne creuse pas beaucoup cette dimension politique, puisqu'on apprend que c'est des néo-nazis qui ont fait le coup. Voilà, c'est balancé comme ça. Il ne creuse pas vraiment ça, quoi, ce problème. Je crois que certains, faisons court, Diane Kruger est bien. Et de toute façon, le film... Alors là, franchement, la première partie d'autant plus, parce que c'est difficile. Hein. Les scènes d'effondrement quand on apprend la mort d'un être... Ouais, non, mais c'est compliqué. Il y a plein d'actrices qui le font très très mal. Elle le fait très très bien. Après, elle se durcit. Il y a quelque chose de... Franchement, et même le reste du film, on le suit parce que c'est elle. Enfin, c'est un peu injusticié dans la ville aussi quand même, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Non, mais c'est grâce à elle. Elle porte le film sur ses épaules. Et d'autant plus difficilement quand le film devient de plus en plus lourd. C'est exact. Alors, Guillemette, l'interview du jour, elle est pour toi. Ricardo Darín, argentin, grand acteur. Grand acteur, star argentine absolue, c'est-à-dire c'est l'équivalent de George Clooney à l'heure actuelle en Argentine. Voilà. Vraiment une très très grande star qui a toujours refusé de tourner aux États-Unis parce qu'il veut rester en son pays. Voilà. Et là, il est donc présenté à un certain regard un film qui s'appelle El Presidente. La Cordillera. Oui, la Cordillera, en français, où il joue carrément, où c'est intéressant puisqu'il joue le président, argentin. C'est un film de Santiago Mitre. Absolument. On regarde. Entonces... Está la presidenta, impecable, te ama. Está Hoffman, moreno huello, de lo más compinche con Hoffman. Está el canciller chileno, ¿te acordás algo? Nada. Ramiro Andvanter, lo conociste en Cartagena, era secretario de Comercio Exterior. Jugaron al tenis, ¿de eso te acordás? ¿Quién ganó? No sé. Jugaron 15 minutos para los fotógrafos. Creo que dijiste que no era malo. ¿Cómo era el apellido? Andvanter. Ramiro, no te compliques. ¿Vamos? Vamos. Es un político que está construyendo poder. Hace poco tiempo que está en funciones. No pertenece a ningún partido tradicional que lo respalde, razón por la cual estar preocupado por construir su propio poder. Señor presidente, bienvenido a Chile. Muchas gracias, querida Paula. Muchas gracias. Ah, ¿qué pasó? Nada, una tontera en la cocina. Ay, cuánto lo siento. Me gusta su puntualidad, presidente. Muchas gracias, está muy linda, muy elegante. Si estás así hoy, ¿cómo será mañana? No se me ponga adulador, presidente, que es sospechoso. Algo se traerá entre manos. Juro que no. La historia está diseñada de esa forma, precisamente para generarnos cierta confusión en el ida y vuelta entre lo que es la cara visible del poder, la cara visible de un funcionario público y su vida privada. Nosotros estamos sobrecargados de información, estamos acostumbrados a juzgar a las personas, sobre todo a los políticos, por lo que vemos, por lo que nos cuentan. Difícilmente podamos juzgarlos por lo que son en realidad. Esa es la clave de la historia de esta película. Me parece la parte más interesante, por lo menos la más polémica, para que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones. Ramiro, presidente, espero que tengamos tiempo para una revancha. ¿Perdón?
No vas a hacer el papelón de Cartagena, ¿o sí? El tiempo trae sabiduría. Sos el local. Encárgate de conseguir una cancha. Hoffman. Señor presidente, bienvenido, ¿eh? Hernancito, querido. ¿Te acordás el flaco, Moreno Huello? ¿Cómo no me voy a acordar? Lo nombré yo. ¿Querés que te recuerde el protocolo para nombrar embajadores? Pensá que lo elegiste vos. En nuestro oficio, teniendo la posibilidad de tener en las manos un rol, un carácter de un hombre de poder, puede ser muy tentador y nos puede empujar a sobreactuar ese poder. Yo trato de defenderme de eso. Excelencia, bienvenida a Chile, presidente. Gracias. Bienvenido a Chile, señor presidente. Natalia. Samuel, tu as eu un choc, mais je vais te demander d'être très court. On va essayer. Parce que voilà, sur un film de Raymond Depardon, alors, présenté hors compétition. Voilà, qui s'appelle 12 jours. 12 jours, ça fait référence à un texte de loi de 2013 qui implique que pour toutes les hospitalisations psychiatriques sous contrainte, il faut qu'avant le 12e jour de cette hospitalisation, un juge donne son accord pour poursuivre ou non l'hospitalisation. Et donc Raymond Depardon s'est installé dans l'hôpital psychiatrique du Vinatier à Lyon et il a filmé ses audiences régulières de patients. Bien faire, voilà, et donc en fait c'est un film très intéressant parce que ça fusionne un peu ces deux obsessions. Il avait fait 2 très beaux films sur la psychiatrie et 2 très beaux films sur le fonctionnement de la justice au quotidien. Ouais. Et donc là il y a les deux en même temps. Et c'est un dispositif vraiment très beau parce que comme d'habitude, le regard de Depardon est très humain, très tendre sur les personnages, avec un vrai respect pour ces personnages. Alors j'en veux pour preuve le parti pris de mise en scène, qui est qu'il y a 3 positions de caméra, un plan d'ensemble, et une caméra sur le juge, une caméra sur le patient. Et avec le même cadre, donc en fait ils sont mis à égalité par la mise en scène, ce qui est très beau, parce qu'en général la justice, on dit plutôt que le juge est un peu au-dessus du prévenu. Et en fait ce que donne à voir Depardon, c'est des discussions pleine d'humanité entre un juge et le patient. Le patient qui, en général, voudrait souvent sortir, mais pas toujours. Parfois, il est très content qu'on lui dise qu'il est mieux là que dehors. Et en fait, on a l'impression que ce qui est le plus important pour eux, c'est au moins d'avoir pu parler et d'avoir été écouté, puisqu'il y a, ça aussi, c'est la surprise de voir des juges qui sont plutôt bienveillants et vraiment dans l'écoute des gens, qui leur expliquent bien, qui comprennent qu'ils ont des gens très fragiles en face d'eux. Et ça donne, comme toujours dans les films de Depardon, vraiment des instants de superbe humanité. Alors, parfois très drôles, parce qu'ils sont parfois très perchés, hein, ces patients, il faut bien le reconnaître, avec des malentendus vraiment, vraiment amusants. Et puis souvent très émouvant, puisqu'on sent toute la détresse de ces personnes. Il y en a qui sont en situation d'extrême fragilité à la suite de tentatives de suicide, de harcèlement moral. Il y en a d'autres qu'on voit qui sont totalement abrutis par les médicaments. Mais toujours, voilà, on sait l'humanité de ces personnes qui ressortent. Donc c'est vraiment un très très beau film. Alors il faut attendre pour le voir. Il sortira qu'au mois de novembre. Mais enfin, notez-le voilà, tout de suite. Une alerte pour ceux qui pourraient le voir avant. Pour sa dernière intervention dans notre émission, Thierry Frémaux a choisi de nous parler, d'évoquer un regret. Je me souviens de moments où je me suis dit on n'aurait pas dû. Alors, je n'ai jamais forcé personne, et Gilles Jacob m'avait appris ça. Jamais le Festival de Cannes n'a invité un film contre son gré, ou plutôt, jamais le Festival de Cannes n'a invité un film contre son gré qui s'est mal passé. En revanche, mais ça, je dis ça là encore pour me donner le beau rôle, mais c'est le cas, il m'est arrivé de forcer un metteur en scène pour lui dire « ça va bien se passer ». L'an dernier, Nicole Garcia était un peu réticente à l'idée de revenir à Cannes. Et devant ce qu'on lui a dit de son film, Le Mal de Pierre, et de l'idée qu'il fallait que ça soit à Cannes, elle s'est laissée convaincre. Et ça s'est bien passé. Quand un film se passe mal, c'est aussi que le metteur en scène ou le producteur a souhaité aller à Cannes. Puisque quand nous disons non, ça n'est pas toujours parce que nous n'aimons pas, ou parce que nous trouvons que c'est bien ou pas bien. C'est parce que nous pensons que c'est peut-être risqué d'aller à Cannes. Donc on s'en émeut auprès des metteurs en scène ou des producteurs. Donc oui, bien sûr, chaque fois qu'un film ne se passe pas très très bien, j'ai un gros regret. Mais c'est une responsabilité partagée. Et puis après, ça va, on n'est pas en sucre, la vie continue.
Dernière émission demain, on vous parlera du dernier film en compétition, qui est un film de Lynn Ramsay qui s'appelle You Were Never Really Here. On vous parlera aussi du film de Roman Polanski qui s'appelle D'après une histoire vraie, qui est projeté hors compétition. Et surtout, Guillemette, Samuel et moi, on va vous proposer le palmarès du jury. Notre palmarès, on va s'engueuler autour du palmarès. Je vous promets une émission animée. Oui, Pierre. À demain, donc. À demain. À demain. Cinérama.